je n'aurais jamais cru qu'une phrase prononcée par une fillette de 7 ans puisse pulvériser la vie d'un homme, et pourtant c'est exactement ce qui m'est arrivé lors de ce qui devait être le plus beau week-end de notre été. Nous étions partis le vendredi après-midi vers le domaine du Lac Vert, dans les Vosges. Camille chantait à tue-tête sur les chansons de la radio pendant que je me concentrais sur les lacets de montagne. Les enfants piaillaient à l'arrière, Léa parlait sans arrêt du lac et Théo serrait contre lui son dinosaure en peluche. Camille avait insisté, ce serait notre week-end en famille, sans aucun appel pro, sans aucune distraction, juste nous 4 pour nous retrouver. Le domaine était exactement comme sur les photos du site. De grands sapins entouraient un lac d'une transparence incroyable et notre chalet était posé au bord de l'eau, avec une vue parfaite sur le coucher de soleil. Je me souviens m'être dit que c'était précisément ce dont nous avions besoin. Camille et moi nous étions éloignés ces derniers mois, englués chacun dans notre boulot et nos responsabilités. Peut-être que ces 3 jours allaient réparer ce qui s'était cassé entre nous. Le samedi s'est déroulé à merveille. Nous avions loué un pédalo et nous avions emmené les enfants sur le lac. Camille riait à mes blagues nullées, l'espace d'un instant, tout semblait redevenu normal. Le soir, dîner au restaurant du domaine, Léa a absolument tenu à prendre le plus gros burger de la carte et Théo a renversé la moitié de son chocolat chaud sur son t-shirt. Des moments ordinaires de famille qui, avec le recul, paraissent précieux. Pourtant quelque chose clochait. Camille n'arrêtait pas de regarder son téléphone en prétendant que c'était des urgences professionnelles. Elle s'éloignait pour répondre, parlait tout bas sur la terrasse arrière du chalet. Quand je demandais, elle balayait la question d'un geste, rien d'important. Pendant le dîner son portable vibrait sans cesse et elle le consultait avec un petit sourire que je ne lui avais jamais vu. Le dimanche soir, je bordais Léa dans la petite chambre du fond. Elle avait mis son pyjama préféré avec les chats rigolos et s'était brossé les dents. Je lui lisais son histoire habituelle quand elle m'a coupé au milieu d'une phrase. « Papa, pourquoi maman a un amoureux secret ?» La phrase m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai eu un vertige, la pièce a tourné une seconde. J'ai posé le livre très doucement, en essayant de garder une voix normale. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» Je l'ai entendu lui parler au téléphone, a-t-elle répondu avec le sérieux des enfants qui ne mesurent pas la bombe qu'ils lâchent. Elle l'appelait Jordan et elle disait qu'il lui manquait. Elle riait comme quand elle parle avec mamie des films drôles. Mes mains se sont mises à trembler. J'essayais d'assimiler ce qu'elle me disait mais mon cerveau avançait dans de la boue. Jordan. Je connaissais ce prénom. Jordan Lefebvre, le conseiller municipal qui faisait du bruit ces derniers temps sur les réglementations pour les petites entreprises locales. Quand est-ce que tu as entendu ça, Léa? Plein de fois. Hier quand tu es allé chercher de la glace au distributeur. Et aujourd'hui quand tu aidais Théo avec sa canne à pêche. Elle sort toujours dehors pour lui parler. Je l'ai embrassé sur le front, je lui ai dit que tout allait bien et j'ai réussi à terminer l'histoire. Mais à l'intérieur je m'effondrais. Dès qu'elle s'est endormie, je suis parti chercher des réponses. Camille était sur la terrasse arrière, et bien sûr elle était au téléphone. Je me suis approché suffisamment de la fenêtre pour capter des bribes à travers la vitre. J'ai hâte de te voir mardi. Ethan ne se doute de rien. Après la garde des enfants. Garde des enfants. Ces mots m'ont glacé le sang. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était quelque chose de prémédité, de beaucoup plus grave. J'ai passé l'heure suivante à fouiller les affaires de Camille pendant qu'elle était sous la douche. Je n'en suis pas fier, mais le désespoir vous fait faire des choses inimaginables. Son téléphone était verrouillé, mais elle avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le lit. Les messages que j'ai découverts m'ont donné la nausée. Des mois d'échanges avec Jordan Lefebvre. Des projets de divorce. Des discussions sur la garde des enfants. Mais le pire, c'était les allusions professionnelles que je ne comprenais pas encore. Le nom de mon agence revenait sans cesse, accompagné de mots comme « contrôle fiscal » et « pression réglementaire ». Il ne voulait pas seulement détruire mon mariage. Il voulait tout détruire. Assis dans cette chambre de chalet, entouré des débris de ma vie, j'essayais de décider quoi faire. Camille chantonnait encore sous la douche une chanson que je ne connaissais pas. Les enfants dormaient. Dehors, le lac était parfaitement calme sous la lune, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. J'ai fait les valises le plus silencieusement possible. Juste mes affaires et celles des enfants. J'ai réveillé Léa en premier, en chuchotant qu'on partait pour une grande aventure. Elle était ensommeillée mais ravie.
Théo a été plus difficile à réveiller, mais j'ai réussi à l'habiller et à l'installer dans la voiture sans trop de drame. J'ai laissé un mot sur le plan de travail de la cuisine, je ramène les enfants à la maison plus tôt. Il faut qu'on parle. Le trajet jusqu'au vieux chalet de mon grand-père a duré 2 heures sur des routes de montagne dans le noir. Les enfants se sont rendormis dans leur siège auto et j'ai conduit en silence, essayant de digérer ce que j'avais appris. Chaque kilomètre me semblait mettre plus de distance entre mes enfants et le danger même si je ne comprenais pas encore vraiment de quoi ce danger était fait. Le chalet se trouvait au bord d'un petit lac, à une centaine de kilomètres du lac Vert. Je l'avais hérité de mon grand-père 5 ans plus tôt mais je n'y venais presque jamais. Cette nuit-là, il m'a semblé être un refuge. Un endroit où réfléchir clairement et décider comment protéger ma famille de ce qui arrivait. J'ai porté les 2 enfants à l'intérieur et je les ai couchés dans les lits superposés de la petite chambre. Ils n'ont presque pas bougé. Ensuite je me suis assis à la vieille table en bois de la cuisine, entouré de l'odeur de sapin et de souvenirs d'enfance, et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma tête. À l'aube, Camille avait appelé 17 fois et envoyé des dizaines de SMS. Je n'ai répondu à aucun. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour organiser, pour savoir en qui je pouvais avoir confiance dans la bataille qui s'annonçait. Le soleil se levait à peine quand j'ai appelé Marc. Mes mains tremblaient encore à cause de tout ce qui s'était passé au lac Vert, mais je savais que je ne pouvais pas gérer ça tout seul. Marc Dubois avait été mon associé pendant 3 ans avant de partir s'installer à Lyon pour monter sa propre boîte. Surtout, c'était la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Ethan ? Il est 6 heures du mat, mec. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai tout raconté. La question innocente de Léa, les appels que j'avais surpris, les messages sur l'ordinateur de Camille qui parlait de mon agence. Marc a écouté sans m'interrompre une des choses que j'ai toujours appréciées chez lui. Il ne tirait pas de conclusions hâtives, il ne donnait pas de solution toute faite. T'es où là ? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Au chalet de Pépé, au lac des Sapins. J'ai les enfants avec moi. Bien. Reste là. Je monte aujourd'hui. En attendant Marc, j'ai essayé de décrypter les photos que j'avais prises des documents de l'ordinateur de Camille avant de partir. Les allusions professionnelles étaient éparpillées dans les échanges avec Jordan, mais elles dessinaient un tableau inquiétant. Il parlait de « pression réglementaire » et de « déclencheur de contrôle », comme s'il s'agissait de la météo. Mon agence de communication n'était pas énorme, mais elle était solide. Je l'avais montée de 0 en 8 ans, spécialisée dans les PME et les campagnes locales. 12 salariés, un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 millions d'euros. Rien qui aurait dû attirer l'attention politique, sauf si quelqu'un voulait la faire disparaître pour d'autres raisons. Les enfants se sont réveillés vers 9 heures, perdus de se retrouver au chalet au lieu de la maison. J'ai fait des crêpes sur la vieille gazinière et je leur ai dit qu'on prolongeait les vacances en mode camping. Léa a marché à fond, mais Théo n'arrêtait pas de demander maman. Chaque question était comme un coup de couteau. Marc est arrivé juste après le déjeuner, et il n'était pas seul. La femme qui l'accompagnait avait une 40aine d'années, habillée simplement mais avec une posture qui imposait le respect. Cheveux courts châtains, regard perçant, cette assurance discrète qui vous fait tendre l'oreille. Voici Laura Morel, a dit Marc. Spécialiste en investigation d'entreprise. Je l'ai appelée en montant. Laura m'a serré la main avec fermeté. Marc m'a donné les grandes lignes. Avant d'aller plus loin, je dois te poser une question, es-tu prêt à découvrir ce qu'on risque de trouver ? Parfois le terrier est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. J'ai regardé par la fenêtre mes enfants qui jouaient au bord du lac. Je veux juste protéger ma famille et mon agence. Peu importe ce qu'il faut faire. Laura a hoché la tête et a sorti sa tablette. Alors commençons par ce que tu sais déjà. Les 2 heures suivantes ont été consacrées à tout passer en revue. Laura posait des questions très précises sur le fonctionnement de l'agence, les contrats récents, les contacts inhabituels avec l'administration. Marc s'est concentré sur la partie financière et a examiné la comptabilité sur son ordinateur. Parle-moi du contrat avec la société Marmande, a dit Laura en consultant ses notes. Gros contrat décroché il y a 6 mois. Campagne de com pour leur nouveau centre commercial de périphérie. Pourquoi ? Parce que dans les messages que tu as montrés, Marmande est nommément cité. Pareil pour le contrat avec le groupe Lussac au printemps dernier. Mon estomac s'est noué. Ces 2 clients représentaient environ 40% de mon chiffre annuel. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Laura a affiché les photos.
Jordan parle de points de pression et de problèmes de conformité sur ces deux dossiers. Il y a aussi une allusion à lancement de procédure de contrôle. Marc a levé les yeux de son écran. Ethan, quand as-tu eu ton dernier contrôle URSSAF ou fiscal? Jamais. Les petites structures comme la mienne ne sont contrôlées que sur dénonciation. Eh bien prépare-toi. Je vois des anomalies dans tes derniers dépôts qui n'existaient pas quand je t'aidais encore. Quel genre d'anomalies? Des pièces qui ne correspondent pas à ce qu'on avait préparé ensemble. Des signatures douteuses. Des avenants que tu n'as jamais signés. La pièce semblait rétrécir. Tu dis que quelqu'un a trafiqué mes fichiers. Je dis que quelqu'un ayant accès aux systèmes officiels a fabriqué une piste papier qui rend ton agence suspecte, a répondu Marc. Le genre de piste qui justifie une inspection approfondie. Laura tapait à toute vitesse sur sa tablette. Jordan Lefebvre siège à la commission de contrôle économique de la métropole. Il a une influence directe sur les entreprises qui sont scrutées et celles qui passent entre les mailles. S'il veut créer des ennuis à ton agence, il sait exactement comment faire. Au fil de l'heure suivante, le tableau est devenu plus net et plus terrifiant. Quelqu'un avait patiemment construit un dossier contre mon entreprise depuis des mois. Des avenants falsifiés qui violaient les règles de publicité communale. De fausses factures suggérant de la fraude fiscale. Des documents qui me faisaient passer soit pour incompétent, soit pour malhonnête. Ce n'est pas juste une histoire d'infidélité, ai-je dit en regardant les preuves étalées sur la table de la cuisine. Ils veulent m'anéantir totalement. Personnel et professionnel, a confirmé Laura. Stratégie classique. Te discréditer en tant que mari et père, puis ruiner ton gagne-pain. Quand ils auront fini, tu n'auras plus ni moyens ni crédibilité pour te défendre. Marc a refermé son ordinateur et m'a regardé gravement. Il faut commencer à monter des défenses tout de suite. Financières, juridiques et personnelles. C'est-à-dire? Sécuriser tes archives avant qu'elles ne soient altérées davantage. Tout documenter. Trouver un avocat spécialisé dans ce genre d'attaque politico-administrative. Et s'assurer que les enfants sont protégés si ça dégénère. Laura passait déjà des coups de fil. En moins d'une heure, elle avait calé un expert comptable judiciaire pour examiner les comptes et un spécialiste en sécurité pour vérifier les locaux de l'agence. Elle a aussi recommandé un avocat à Strasbourg qui avait l'habitude des dossiers impliquant des élus corrompus. Et Camille, ai-je demandé. Elle appelle sans arrêt. Ne réponds pas pour l'instant, a conseillé Laura. Chaque conversation peut être enregistrée. Chaque SMS peut servir contre toi plus tard. Il faut maîtriser le récit. Au coucher du soleil, j'ai réalisé à quel point ma vie avait basculé en moins de 24 heures. La veille encore, j'étais un mari et chef d'entreprise en vacances avec sa famille. Là, j'étais un père seul planqué dans un chalet isolé, en train d'organiser la défense contre des gens qui voulaient tout me prendre. Marc m'a aidé à mettre en place des canaux de communication sécurisés et m'a montré comment sauvegarder les fichiers de l'agence sur des disques chiffrés. Laura m'a expliqué les bases de la sécurité opérationnelle, varier les horaires, vérifier les filatures, tout noter. On se croirait dans un film, ai-je dit quand on a terminé les préparatifs. Malheureusement non, a répondu Laura. La corruption politico-économique est plus fréquente qu'on ne croit. On ne la voit que quand on est la cible. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je me suis assis sur la terrasse avec Marc et Laura, face au lac qui reflétait les étoiles. Le cadre paisible semblait irréel au vu de ce qu'on avait découvert dans la journée. Et maintenant, ai-je demandé. On se bat, a simplement répondu Marc. Mais intelligemment. On rassemble des preuves, on crée des alliances, et on fait en sorte qu'ils ne puissent pas dire que tu es juste un mari aigri qui invente des histoires. Laura a hoché la tête. L'important est de rester en avance sur leur coup tout en documentant ce qu'ils ont déjà fait. Ils pensent que tu es isolé et vulnérable. Prouvons-leur le contraire. En me couchant ce soir-là, bercé par la respiration tranquille de mes enfants dans la pièce d'à côté, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué depuis le début du cauchemar. Pas vraiment de la confiance, mais de la détermination. Je n'étais plus seul, et je n'allais pas les laisser détruire ma famille ni tout ce que j'avais construit sans me battre. Le téléphone de Laura a sonné à 7 heures du matin, 3 jours après qu'elle avait commencé à creuser dans les comptes de l'agence. J'étais en train de faire du café dans la cuisine du chalet quand je l'ai entendu retenir son souffle depuis le salon. « Il faut que tu vois ça », a-t-elle appelé. Marc était déjà réveillé et relisait des documents financiers à la table.
On travaillait quasiment non-stop et les preuves commençaient à dessiner un tableau qui me retournait l'estomac. Ce qu'on découvrait dépassait de loin tout ce que j'avais pu imaginer. L'expert comptable a trouvé quelque chose, a dit Laura en posant son ordinateur sur la table. Il y a eu des virements réguliers vers des sociétés écrans sur les 8 derniers mois. Des petites sommes, présentées comme des paiements fournisseurs classiques. J'ai fixé l'écran. Je n'ai jamais autorisé ces virements. Je sais. Mais les ordres existent, avec ta signature falsifiée. Quelqu'un ayant accès à tes identifiants bancaires a vidé les comptes petit à petit. Marc a affiché un autre dossier. Ça empire. Ces sociétés écrans? Elles remontent toutes à des comptes offshore aux îles Caïmans. Et devine qui apparaît comme bénéficiaire sur plusieurs d'entre eux. Il a tourné l'écran vers moi. C'était limpide, Camille Moreau figurait comme bénéficiaire autorisé sur 3 produits financiers différents. Ma femme me volait dans ma propre agence. Combien? Ai-je demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir savoir. Environ 40 000 € pour l'instant, a répondu Laura. Mais l'argent n'est pas le but principal. C'est créer un historique d'irrégularité financière qui justifie un contrôle approfondi et une enquête. Ce qui nous amène au vrai problème, a ajouté Marc. Il avait contacté une ancienne connaissance à la directe qui lui devait un service. Un contrôle est déjà programmé pour ton agence. La semaine prochaine. Ma tasse m'a échappé des mains et s'est brisée sur le carrelage. Sur quelle base? Dénonciation anonyme déposée il y a 6 semaines pour fraude fiscale et manquement contractuel. La plainte était accompagnée de pièces comptables soi-disant fournies par un salarié inquiet. Je n'ai aucun salarié qui ferait ça. Non, mais tu as une femme qui avait accès au bureau et aux fichiers, a dit Laura sombrement. Les enfants dormaient encore dans la chambre du fond et j'étais soulagé qu'ils n'entendent pas cette conversation. Chaque nouvelle révélation pesait un peu plus sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. Laura avait passé la nuit à recouper des informations dans les registres publics et les dépôts au greffe. Ce qu'elle avait trouvé était un véritable réseau de corruption bien plus vaste que je ne l'imaginais. Jordan Lefebvre n'est pas le cerveau, a-t-elle dit en affichant un organigramme complexe sur sa tablette. C'est juste le bras armé politique. Le véritable pilote, c'est ton beau-père. Bernard Moreau. J'aurais dû m'en douter. Le père de Camille ne m'avait jamais porté dans son cœur, il m'avait toujours trouvé insuffisant pour sa fille. Mais je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. Moreau contrôle 18 sociétés écrans, a continué Laura. La plupart servent de façade pour des acquisitions immobilières. Il est spécialisé dans le rachat à bas prix d'entreprises et de biens en difficulté. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Des entreprises mises en difficulté par des problèmes réglementaires inexplicables. Exactement. Ton agence n'est pas sa première cible. En 5 ans il a racheté cette petite structure par la même méthode, pression administrative, contrôle, mise en faillite, puis proposition de rachat en cash. Marc faisait tourner des projections financières. S'ils arrivent à couler ton agence, la société de Moreau récupérera probablement tes contrats clients et ton bail pour une bouchée de pain. Tes plus gros clients se retrouveraient à travailler avec sa filiale de communication. Il a une filiale de communication? Moreau Communication événementielle. Créé il y a 6 mois pile. Le timing n'avait rien d'un hasard. Il préparait le coup depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Chaque dîner de famille, chaque fête, chaque fois que Bernard m'avait posé des questions sur l'agence, il collectait des renseignements. Le téléphone de Laura a vibré. Elle a lu le message et son visage s'est fermé. Mon contact à la commission bancaire vient de confirmer quelque chose de grave. Le contrôle vise aussi des soupçons de blanchiment, à cause des virements suspects qu'on a repérés. Blanchiment? C'est du pénal fédéral. Ce qui signifie enquêteur de la juridiction nationale, pas seulement les services locaux. Ils ne veulent pas seulement détruire ton agence, Ethan. Ils veulent t'envoyer en prison. J'ai dû m'asseoir. L'ampleur de la machination était écrasante. Ce n'était pas juste Camille qui voulait divorcer ou Jordan qui voulait éliminer un concurrent gênant. C'était une campagne coordonnée pour anéantir ma vie et voler tout ce que j'avais construit. Il y a plus, a dit Marc à voix basse. Il examinait les faux documents avec une attention maniaque. Ces fausses factures et avenants? C'est du travail de pro. Des faux de très haut niveau qui coûtent cher à fabriquer. Moreau en a les moyens, a noté Laura. Il est évalué à plus de 40 millions selon les déclarations publiques.
Il peut se payer les meilleurs faussaires. Mais pourquoi aller si loin, ai-je demandé. S'il voulait me détruire, il y avait des moyens plus simples. Laura a affiché une carte cadastrale sur sa tablette. Parce que ton agence est implantée sur un terrain stratégique qu'il convoite pour un projet immobilier. L'immeuble que tu loues, plus les 2 parcelles voisines, serait parfait pour le programme mixte qu'il prépare depuis un moment. Comment tu sais pour son projet? Registre des demandes d'urbanisme de la métropole. Il a déposé une étude préalable il y a 8 mois pour un programme nommé Les Rives du Parc. L'emplacement correspond exactement à ton immeuble. Tout s'est mis en place. La liaison avec Jordan donnait à Camille un levier politique. Les manipulations financières créaient un prétexte pour une enquête pénale. Les faux documents devaient m'occuper à me défendre contre des poursuites criminelles pendant que Bernard récupérait à la fois les actifs de l'agence et le foncier qu'il voulait pour son projet. C'est diabolique, ai-je admis à contre-cœur. Complètement pourri, mais diabolique. La bonne nouvelle, a dit Laura, c'est qu'on comprend maintenant leur stratégie. Donc on peut commencer à monter une contre-attaque. Elle avait déjà contacté un avocat pénaliste spécialisé dans les affaires économiques qui travaillait souvent avec la juridiction interrégionale. Plus important, elle avait repéré que plusieurs rachats précédents de Moreau suivaient le même schéma. On ne se bat pas seulement pour ton agence, a-t-elle expliqué. On peut potentiellement faire tomber tout un système qui dure depuis des années. Marc a refermé son ordinateur et m'a regardé sérieusement. La question est, es-tu prêt pour la suite? Parce que dès qu'on passe à l'offensive publique, il n'y a plus de retour en arrière. Ils vont tout lâcher sur toi. J'ai pensé à mes enfants qui dormaient encore dans la pièce voisine. J'ai pensé aux salariés qui comptaient sur leur emploi. J'ai pensé à tous les autres patrons de PME qui pourraient être les prochaines victimes si on n'arrêtait pas Moreau. Allons-y, ai-je dit. On va faire tomber ces salauds. Laura a souri pour la première fois depuis qu'on se connaissait. Parfait. Parce que j'ai déjà commencé à passer des coups de fil. Demain des enquêteurs de la juridiction nationale vont se pencher sur les pratiques de Moreau et sur l'abus d'influence de Jordan Lefebvre. Et Camille? Elle va devoir répondre de questions très embarrassantes sur ses comptes offshore et ses autorisations falsifiées. L'escroquerie bancaire est un délit très sérieux au pénal. Assis dans le chalet de mon grand-père, entouré des preuves de la machination, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué depuis des jours. Pas tout à fait de la confiance, mais un vrai sens du but. Ils avaient commis une erreur cruciale dans leur plan minutieux, ils m'avaient sous-estimé. Ils n'avaient pas mesuré jusqu'où j'irais pour protéger ma famille et tout ce que j'avais bâti. Laura m'a trouvé assis sur le ponton du chalet au lever du soleil, face au lac des Sapins. J'étais là depuis 2 heures, à essayer d'encaisser ce qu'elle m'avait révélé la veille au soir. Certaines vérités sont trop énormes pour être digérées d'un coup. J'ai beaucoup repensé à ce que tu m'as dit sur Théo, lui ai-je lancé sans me retourner. Elle s'est assise à côté de moi sur les planches usées. Je sais que c'est très lourd à porter. Les résultats du test de paternité étaient dans le dossier de Laura, avec des comptes rendus médicaux qu'elle avait obtenus par ses contacts. Théo n'était pas mon fils biologique. Le calendrier correspondait parfaitement au début de la liaison de Camille avec Jordan Lefebvre, 3 ans et demi plus tôt. Il reste mon fils, ai-je dit fermement. L'ADN ne change rien à ça. Je sais. Mais Camille et Jordan vont utiliser cette information comme une arme. Ils prétendent déjà que tu es instable émotionnellement parce que tu es parti avec les enfants sans prévenir. J'ignorais les appels de Camille depuis une semaine. D'après Marc, elle avait déjà pris un avocat et menacé d'une procédure. Une requête en référé-garde avait été déposée la veille, me dépeignant comme un père inapte qui avait enlevé ses propres enfants. Comment tu as découvert ça, ai-je demandé à Laura. Les remboursements sécu. Théo a fait une prise de sang de routine l'an dernier et les analyses ont montré un groupe sanguin incompatible avec toi comme père. Camille a demandé à ce que le dossier soit scellé, ce qui m'a mise la puce à l'oreille. Le plus douloureux n'était pas d'apprendre que Théo n'était pas de moi biologiquement. Le plus douloureux était de comprendre que Camille m'avait menti chaque jour pendant plus de 3 ans. Chaque fois que je regardais Théo et que je croyais voir les yeux de mon père ou le sourire de ma grand-mère, je voyais ce que je voulais voir. Marc est sorti du chalet avec 2 cafés et son ordinateur. Il faut parler stratégie, a-t-il dit en s'installant sur une vieille chaise en bois. L'audience de référé est fixée à jeudi. Dans 4 jours seulement? Les référés vont très vite. L'avocat de Camille prétend que tu fais une décompensation psychique et que tu représentes un danger pour les enfants.
J'ai failli rire tellement c'était absurde. Un danger? C'est moi qui les protège. Je sais, tu sais, mais les juges aux affaires familiales préfèrent toujours la prudence. Surtout quand un parent disparaît une semaine avec les enfants sans explication. Laura a ouvert son dossier et a étalé les documents sur la petite table. Il faut construire une défense complète. Pas seulement contre la requête en garde, mais contre tout ce qu'ils vont balancer. Pendant l'heure suivante, on a élaboré un plan qui ressemblait à la préparation d'une guerre. Laura avait déjà consigné tout ce qu'on avait découvert sur la machination. Relevé bancaire des virements non autorisés. Pièce du greffe reliant Bernard Moreau aux sociétés écrans. Enregistrement des conversations téléphoniques de Camille que j'avais captées avant de quitter le lac Vert. Les enregistrements sont notre meilleure preuve, a expliqué Laura. Ils montrent la préméditation et la conspiration. Mais il nous en faut davantage. Quel genre? Des attestations sur l'honneur de témoins ayant vu des comportements suspects. Des preuves de l'abus de fonction de Jordan Lefebvre. Des éléments montrant que Moreau a utilisé les mêmes méthodes sur d'autres entreprises. Marc avait activé son réseau dans le milieu économique local. J'ai identifié 3 autres boîtes qui ont subi des contrôles inexpliqués après avoir croisé la route des projets de Moreau. 2 d'entre elles ont fini vendues à ces sociétés écrans. Ils accepteront de témoigner? Peut-être. S'ils comprennent qu'arrêter Moreau protège d'autres patrons de PME du même sort. On entendait les voix des enfants à l'intérieur du chalet. Léa et Théo étaient réveillés et se demandaient probablement où étaient passés les adultes. J'ai ressenti un coup de culpabilité de les avoir entraînés là-dedans, même si je n'avais pas eu le choix. Et l'audience de jeudi? Ai-je demandé. Laura a sorti un autre jeu de documents. On va tout mettre à plat. Présenter les preuves de la machination, expliquer pourquoi tu as estimé que les enfants étaient en danger, et démontrer que tu es un père stable et aimant qui protégeait sa famille. Même si Théo n'est pas biologiquement à moi. Surtout à cause de ça. Tu es son père depuis 4 ans. Tu l'as élevé, aimé, accompagné à chaque étape. La biologie n'efface pas ce lien. Marc tapait furieusement sur son clavier. Je consigne chaque interaction que tu as eue avec les 2 enfants depuis le début. Les crêpes du matin, les parties de pêche, les histoires du soir. On va montrer aux juges que tu leur offres un cadre stable et aimant. Et s'ils me les enlèvent? L'expression de Laura était sérieuse mais pas résignée. Alors on fait appel immédiatement et on continue le combat. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Les juges aux affaires familiales voient défiler beaucoup de dossiers et ils savent reconnaître l'amour parental sincère de la manipulation. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Laura a interrogé des témoins potentiels en visio. Marc a compilé des justificatifs prouvant ma stabilité financière. J'ai rédigé des récits détaillés de toutes les conversations avec les enfants, de toutes mes inquiétudes sur le comportement de Camille, de toutes les raisons qui m'avaient poussé à les protéger. La discussion la plus difficile a été avec Théo. Il demandait sans arrêt quand maman viendrait au chalet et j'ai dû trouver des explications adaptées à son âge sur le fait que les familles changent parfois. Léa était plus perspicace, posant des questions directes sur notre départ précipité du lac Vert. Maman a fait des bêtises, m'a-t-elle demandé pendant qu'on faisait des ricochets sur le lac. Maman a fait des choix qui n'étaient pas bons pour notre famille, ai-je répondu prudemment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Tu aimes encore maman? C'était la question que je redoutais. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que l'amour et la confiance sont 2 choses différentes, et que parfois les gens qu'on aime peuvent vous blesser d'une manière qui change tout? J'aime la maman qu'elle était avant, ai-je fini par répondre. Mais les gens changent parfois de façon à rendre impossible de rester ensemble. Le mercredi soir, veille de l'audience, Laura m'a apporté une nouvelle qui a tout changé. J'ai trouvé un autre enregistrement, a-t-elle dit en connectant son téléphone à l'enceinte Bluetooth du chalet. Celui-là date d'il y a 3 semaines, juste avant votre départ au lac Vert. La voix de Camille a rempli la pièce, limpide, une fois la garde réglée et l'agence d'éthane coulée, on pourra avancer sur le projet immobilier. Papa a déjà des acheteurs pour les actifs. La voix de Jordan a répondu, et les enfants? Ethan ne va pas disparaître comme ça. Il n'aura pas le choix. Entre les poursuites pénales et la perte de la garde, il aura de la chance s'il obtient des droits surveillés 1 fois par mois. L'enregistrement continuait 10 minutes encore, détaillant leur plan avec une froideur glaçante. Il parlait de mes enfants comme de lignes comptables, de mon agence comme d'un obstacle à éliminer. Où tu as eu ça? Ai-je demandé.
Audio d'une caméra de surveillance du restaurant où ils se sont vus. La propriétaire est une de mes clientes et elle trouvait leur rendez-vous régulier bizarre. Elle est prête à témoigner de ce qu'elle a observé. Marc a refermé son ordinateur et m'a regardé avec un mélange d'admiration et de détermination. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Qu'ils sont encore pires que ce qu'on pensait? Que cette fois on les tient vraiment. Cet enregistrement prouve la conspiration, montre leur mobile et démontre qu'ils ont planifié de te séparer de tes enfants dans le cadre d'un schéma criminel plus large. Cette nuit-là j'ai à peine fermé l'œil. Dans moins de 12 heures j'allais m'asseoir dans une salle d'audience pour me battre afin de continuer à être le père des enfants que j'avais élevés et aimés. La révélation sur Théo faisait encore mal, mais Laura avait raison, l'ADN ne définit pas la paternité. L'amour, l'engagement et le soin quotidien, oui. En écoutant la respiration paisible de Léa et Théo dans la pièce voisine, je me suis fait une promesse à moi-même et à eux. Peu importe ce qui se passerait au tribunal, peu importe les autres vérités qui émergeraient, je ne cesserai jamais de me battre pour les protéger et leur offrir la stabilité qu'ils méritaient. La vérité sortait enfin, et j'étais prêt à affronter tout ce qu'elle entraînerait. Valérie Klein était exactement telle que Laura me l'avait décrite, brillante, intraitable et hors de prix. Mais en la voyant démolir point par point la requête de Camille dans son cabinet au centre de Strasbourg, j'ai su que chaque euro en valait la peine. Ils ont commis une faute lourde, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes de lecture sur les pièces du dossier. Déposer un référé d'urgence pour instabilité psychique sans aucun certificat médical ni témoignage. C'est du travail bâclé. Qu'est-ce que ça change pour nous? Ça veut dire qu'on passe tout de suite à l'offensive. Je dépose une contre-requête pour garde exclusive sur la base de manquements parentaux graves et de conspiration criminelle documentée. L'audience a été une victoire totale. La juge avait écouté les enregistrements de Laura, examiné les preuves financières et entendu 3 témoins qui avaient observé le comportement suspect de Camille ces derniers mois. Quand Valérie a diffusé l'audio où Camille parlait de la garde comme d'une étape d'un montage économique, le visage de la magistrate s'est figé. Garde provisoire exclusive accordée au père, a-t-elle prononcé. Droit de visite et d'hébergement uniquement encadré pour la mère dans l'attente des suites des enquêtes en cours. L'avocat de Camille était resté sans voix. Camille elle-même s'est mise à pleurer dans la salle, mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de rage. Je connaissais ce regard, il précédait généralement des mots qu'elle regrettait ensuite. Mais la vraie victoire est venue quand Valérie a obtenu le gel de tous les avoirs litigieux de l'agence. La juge a estimé que laisser continuer les mouvements pendant que les enquêteurs examinaient les comptes compromettrait toute poursuite pénale éventuelle. Les comptes de ton agence sont désormais protégés, m'a expliqué Valérie en sortant du palais. Ils ne peuvent plus toucher un centime tant que ça dure. Bernard Moreau avait immédiatement fait appel sur chaque décision. Son armée d'avocats lui coûtait probablement 50 000 € par mois, mais il avait les moyens de tenir indéfiniment. C'est là que Laura a eu l'idée qui a tout changé. Le grand dîner de collecte de fonds de Jordan Lefebvre a lieu demain soir, a-t-elle dit pendant notre réunion stratégique dans son bureau. 500 donateurs, couverture médiatique locale, et beaucoup de gens influents qui ignorent ce qu'ils fabriquent vraiment. Tu proposes quoi? Une mise à nu publique. On s'est battu dans les tribunaux et les réunions. Il est temps de passer au tribunal de l'opinion. Marc était sceptique. C'est hyper risqué. Si ça rate, on se prend une plainte pour diffamation. Pas si tout ce qu'on présente est documenté et vrai, a rétorqué Valérie. J'ai vérifié les preuves. Les enregistrements sont authentiques, les pièces comptables sont solides, on a plusieurs témoins. La vérité est une défense absolue en diffamation. La salle des fêtes de la métropole était décorée comme pour un meeting politique, drapeau tricolore, banderoles, une foule de costumes cravates et de tailleurs en train d'écrire des chèques pour la réélection de Jordan Lefebvre. Je me sentais comme un intrus en territoire ennemi, ce qui était le cas. Laura avait obtenu des invitations via un contact et on s'était habillé pour passer inaperçu. Juste 3 personnes de plus venues écouter la vision de Jordan sur une gouvernance responsable. Jordan était parfaitement à l'aise derrière son pupitre, débitant son discours sur la rigueur budgétaire et les valeurs familiales. L'ironie était presque insupportable. Cet homme qui avait pillé des petites entreprises et brisé des familles donnait des leçons de morale. Notre territoire se développe quand on soutient les commerces locaux et qu'on protège les familles qui travaillent, a-t-il lancé sous les applaudissements. C'est pourquoi la réforme des normes est au cœur de mon projet. Laura avait préparé une enceinte portable connectée à son téléphone. Le plan était simple mais audacieux, attendre la séquence questions-réponses,
puis diffuser les enregistrements devant tout le monde. Mesdames et messieurs, a annoncé Jordan après son discours, je suis prêt à répondre à quelques questions. Plusieurs personnes ont posé des questions classiques sur les impôts locaux et les zones d'activité. Jordan les a traitées avec l'aisance d'un vieux routier de la politique. Puis Laura s'est levée au fond de la salle. Monsieur Lefebvre, pouvez-vous commenter votre relation avec Camille Moreau et votre implication dans le ciblage de l'agence de son mari? Le silence est tombé d'un coup. Le sourire de Jordan n'a pas vacillé, mais j'ai vu ses phalanges blanchir sur le pupitre. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, a-t-il répondu prudemment. Peut-être pourrions-nous en discuter après la réunion. En fait, je pense que tout le monde ici mérite de savoir quel genre d'homme il finance, a rétorqué Laura en sortant son téléphone. Surtout les chefs de PME qui pourraient être vos prochaines cibles. Les agents de sécurité ont commencé à converger vers elle, mais elle a été plus rapide. Le premier enregistrement a retenti dans la salle silencieuse, la voix de Jordan parfaitement claire. Dès qu'on déclenche le contrôle, son agence sera engluée dans des procédures pendant des mois. Ça nous laisse le temps de racheter le bien via les sociétés écrans. La voix de Camille a répondu, et s'il se défend juridiquement? Alors on détruit aussi sa crédibilité de père. Requête en urgence, accusation d'instabilité, tout ce qu'il faut. La réaction a été immédiate et explosive. Les donateurs parlaient tous en même temps, certains exigeaient des explications, d'autres se dirigeaient vers la sortie. Les caméras des journaux locaux, venus couvrir un événement de routine, avaient soudain un vrai scoop. Jordan a essayé de reprendre la main. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte. Il s'agit visiblement d'une tentative désespérée d'un ancien administré mécontent d'eux. Laura a lancé le deuxième enregistrement, celui du restaurant où Jordan et Camille avaient discuté du projet immobilier et de ma destruction avec un cynisme terrifiant. Cette fois il n'y avait plus d'ambiguïté possible. Il faut qu'Ethan perde tout, agence, enfant, réputation. Une fois qu'il sera complètement isolé, papa pourra avancer sur l'acquisition des parcelles. Les vigiles ont fini par atteindre Laura, mais le mal était fait. La moitié de la salle se ruait déjà vers les issues et les caméras tournaient. Le directeur de campagne de Jordan essayait frénétiquement de vider la salle, mais c'était trop tard. 3 gros donateurs m'ont abordé directement à la sortie. Si Jordan Lefebvre s'en est pris à vous, il peut s'en prendre à n'importe lequel d'entre nous, m'a dit l'un d'eux. Il faut qu'on sache comment se protéger. La couverture médiatique locale a été dévastatrice pour Jordan. À minuit les enregistrements tournaient en boucle sur les réseaux, et le lendemain matin son propre parti réclamait sa démission. Le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur la base des éléments présentés au dîner. Valérie m'a appelé à 7 heures du matin avec la nouvelle qui rendait tout ce risque payant. Les avocats de Moreau veulent négocier, a-t-elle dit. Il propose de tout régler à l'amiable contre l'engagement de ne pas témoigner publiquement sur son rôle dans la machination. Quelles conditions? Abandon total des procédures contre toi, déblocage intégral des comptes de l'agence, et une indemnisation conséquente pour préjudice. Plus l'engagement définitif de ne plus toucher à la zone de ton immeuble. Et les poursuites pénales. Ça ne dépend plus de nous. Les enquêteurs de la juridiction nationale avancent quoi qu'il arrive. Tes enregistrements leur ont fourni tout ce qu'il fallait pour monter un dossier solide. En raccrochant, j'ai réalisé qu'on avait accompli l'impossible une semaine plus tôt. On avait complètement renversé la table. Au lieu d'être la cible isolée d'une machination puissante, j'étais devenu le témoin protégé d'une enquête pénale majeure. Les enfants prenaient leur petit déjeuner à la table du chalet, totalement inconscients que leur père venait de remporter le plus gros combat de sa vie. Théo construisait des tours avec ses morceaux de pain grillé et réalisait un album sur des chevaliers courageux qui sauvaient des royaumes. En les regardant, j'ai compris que la vraie victoire n'était ni au tribunal ni au dîner de collecte. Elle était là, à cette table, dans ce lieu paisible, en sachant que j'avais protégé leur avenir et préservé notre famille. L'appel est arrivé à 22h30 un mardi soir, 3 jours après l'implosion politique de Jordan au dîner de collecte. J'étais en train de relire des pièces avec Valérie quand mon téléphone a sonné sur un numéro inconnu. Ethan? C'est Simon Moreau. Le frère de Camille. Il faut que je te parle. J'ai failli raccrocher. Après tout ce que sa famille m'avait infligé, la dernière chose que je voulais était un autre Moreau essayant de me manipuler. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté, de la panique, peut-être, ou une peur authentique. Qu'est-ce que tu veux, Simon? T'aider à arrêter mon père avant qu'il détruise d'autres familles.
On peut se voir quelque part de discret? J'ai des preuves que tu dois voir. Laura et Marc pensaient que c'était un piège. Ça pourrait être une nouvelle couche de leur stratégie, a prévenu Laura. T'attirer seule, puis prétendre que tu l'as menacée ou pire. Mais Valérie n'était pas d'accord. Simon Moreau n'a jamais été impliqué dans les affaires immobilières de son père. Il dirige une petite association d'aide aux jeunes et il est resté à l'écart de l'Empire. S'il te contacte, c'est peut-être sérieux. On a fixé rendez-vous au parc de la Roberceau en pleine journée, avec Marc en couverture à distance. Simon ne ressemblait ni à son père ni à sa sœur mince là où ils étaient massifs, nerveux là où ils étaient sur deux. Il portait une enveloppe Kraft qui semblait peser une tonne. J'aurais dû faire ça il y a des mois, a-t-il dit sans préambule. Mais j'avais peur de ce que papa me ferait. Qu'est-ce qui a changé? Voir ce qu'il vous a fait, à toi et aux enfants. Cet enregistrement au dîner de Jordan à entendre Camille parler de détruire votre famille comme d'une opération commerciale. Je ne pouvais plus me taire. Simon a ouvert l'enveloppe et étalé les documents sur la table de pique-nique. Ce que j'ai vu m'a glacé. Photo de réunion secrète entre Bernard Moreau et des élus de la métropole. Chaîne d'emails évoquant des campagnes de pression réglementaire sur des entreprises ciblées. Relevé montrant des paiements à des inspecteurs et contrôleurs. Papa fait ça depuis des années, a expliqué Simon. Il repère des biens qu'il veut, étudie les propriétaires actuels, puis détruit méthodiquement leur activité pour les forcer à vendre. Combien? Au moins 12 entreprises en 5 ans. Peut-être plus. Il garde des dossiers détaillés sur chaque cible, finances, points faibles personnels, situation familiale qu'il peut exploiter. Une photo montrait Bernard Moreau serrant la main de Jordan Lefebvre devant l'hôtel de Métropole. Une autre le montrait en rendez-vous avec le même fonctionnaire qui avait programmé le contrôle de mon agence. La piste papier était énorme et accablante. Pourquoi tu fais ça? Ai-je demandé. Les mains de Simon tremblaient tandis qu'il rangeait les documents. Parce que j'ai participé aux premières recherches, avant de comprendre ce qu'il faisait vraiment. Je croyais qu'il était juste très rigoureux dans ses investissements. Je n'avais pas réalisé qu'il ruinait des vies. Quel genre de recherche? Des enquêtes sur les dirigeants d'entreprise. Analyse financière de leur boîte. Renseignements personnels sur leur famille. Je pensais que c'était de la due diligence normale, mais il s'en servait pour trouver des points de vulnérabilité. Le document le plus explosif était une confession manuscrite que Simon avait rédigée, décrivant les méthodes de son père avec des exemples précis d'entreprises ciblées. Ça ressemblait à un manuel d'extorsion économique. Avec ça on peut l'envoyer en prison pour des décennies, ai-je dit. Je sais. C'est pour ça que j'ai peur. Papa ne pardonne pas la trahison, surtout venant de la famille. On a calé un rendez-vous avec les enquêteurs de la juridiction nationale pour le jeudi matin. Simon remettrait l'ensemble des pièces et témoignerait sous serment sur l'organisation criminelle de son père. En échange, les magistrats étudieraient une immunité pour sa collaboration. Reste planqué jusqu'à jeudi, lui ai-je conseillé. Ne rentre pas chez toi, ne suis pas tes habitudes. Ces gens ont déjà montré qu'ils étaient prêts à tout pour se protéger. Simon a hoché la tête et a soigneusement remballé les documents. Il y a autre chose que tu dois savoir. Camille pousse papa à aller encore plus loin contre toi. Elle est convaincue que si tu n'es pas totalement détruit, tu finiras par tout exposer. C'est-à-dire? Je ne sais pas exactement. Mais papa passe des coups de fil à des gens que je ne lui ai jamais entendu contacter. Des gens qui ne sonnent pas comme des partenaires d'affaires ou des élus. Cette nuit-là je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment qu'on approchait de quelque chose de dangereux. Laura a renforcé la surveillance autour du chalet et Valérie m'a conseillé de varier mes déplacements et de rester en lieu public autant que possible. Le mercredi soir, alors que j'aidais les enfants avec leurs devoirs, Marc m'a appelé avec une nouvelle qui a encore retourné mon monde. Simon a eu un accident de voiture. Grave. Il est en réanimation au CHU. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorti de route tout seul sur la D1420 près du col du Bonhomme, une vingtaine de kilomètres d'ici. Sa voiture a fini dans un arbre. Les gendarmes parlent d'accident, mais le timing. J'ai eu un haut le cœur. Le col du Bonhomme était une route de montagne sinueuse, le genre d'endroit où les accidents arrivent facilement, ou peuvent être arrangés pour y ressembler. Il va s'en sortir? On ne sait pas encore. Il est au bloc. Mais Ethan, il y a autre chose. La voiture a été fouillée après l'accident.
Tous les documents qu'il transportait ont disparu. Les enquêteurs de la juridiction étaient furieux. Sans le témoignage de Simon et sans les originaux, leur dossier contre Bernard Moreau perdait énormément de force. Ils avaient toujours mes enregistrements et les éléments rassemblés par Laura, mais les informations de première main de Simon étaient la clé pour démontrer l'ensemble du système. Il nous faut ces documents, m'a dit le commandant chargé du dossier lors d'une réunion d'urgence au cabinet de Valérie. La confession de Simon donnait des dates, des lieux, des crimes précis. Sans elle, l'accusation devient beaucoup plus fragile. Des copies? Des sauvegardes? Simon était parano sur le numérique. Il n'avait que des originaux papier, justement parce qu'il craignait les connexions de son père avec des boîtes de cybersécurité. J'ai passé la nuit de mercredi à l'hôpital, à attendre des nouvelles de Simon. Camille est arrivée vers minuit, l'air sincèrement bouleversé pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. C'est mon petit frère, a-t-elle dit, les larmes coulant. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, je l'aime. Tu l'aimes assez pour l'aider à obtenir justice? Camille m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait peut-être à des remords. Tu ne comprends pas la pression que papa exerce sur les gens. Ce dont il est capable quand il se sent menacé. C'est une menace? C'est un avertissement. Il ne s'arrêtera pas à Simon. Tu es devenu sa cible principale maintenant, et il a des moyens que tu n'imagines même pas. Simon est mort le jeudi matin à 6 heures sans avoir repris connaissance. Les médecins ont dit que ses blessures étaient compatibles avec un choc à haute vitesse, mais l'enquêteur a relevé des traces de freinage avant l'arbre. À l'enterrement, j'ai regardé Bernard Moreau jouer à la perfection le rôle du père éploré. Il a prononcé un éloge funèbre émouvant sur l'engagement de Simon pour les autres et son attachement aux valeurs familiales. Personne dans cette assemblée n'aurait soupçonné qu'il pleurait le fils qui avait tenté de révéler ses crimes. Mais moi je savais. Et devant le cercueil de Simon, je me suis fait la promesse que son sacrifice ne serait pas inutile. Les preuves papier avaient disparu, mais Simon m'avait donné quelque chose de plus précieux, la certitude absolue que Bernard Moreau était prêt à tuer pour protéger son empire. Cette certitude changeait tout. Ce n'était plus seulement une affaire de fraude économique ou de corruption politique. C'était un homme capable de faire assassiner son propre fils pour échapper à la justice. Et s'il avait été capable de tuer Simon, il n'hésiterait pas à s'en prendre à moi ou à mes enfants. La guerre était loin d'être terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Le matin où je suis entré dans le bureau du commandant Philippe Berger de l'IGPN, je portais 3 cartons d'archives et une mallette contenant tout ce qu'il fallait pour faire tomber l'ensemble du réseau. Berger était un vieux de la vieille, 30 ans de police, le genre d'homme qui ne prenait pas d'enveloppe et qui ne fermait pas les yeux quand des élus se salissaient les mains. Laura nous avait mis en relation après l'accident de Simon, et Berger construisait discrètement son propre dossier sur les trafics d'influence de Jordan Lefebvre. « Tu es sûr de toi, Walker ?» m'a-t-il demandé en considérant les cartons. Son bureau sentait le café froid et le tabac froid, exactement ce qu'on imagine pour un flic qui a trop vu de pourriture. Une fois que ça part aux magistrats instructeurs, il n'y a plus de marche arrière. Ces gens ont des appuis très haut placés. J'ai posé les cartons sur son bureau avec un bruit sourd qui a résonné dans la petite pièce. Commandant, ils ont essayé de détruire ma famille et mon agence. Ils ont détourné de l'argent public et truqué des marchés publics. Simon Moreau est à l'hôpital à cause de quelqu'un qui a voulu l'empêcher de parler. J'en ai fini avec la défense passive. Valérie était assise à côté de moi, son bloc-notes couvert de notes. Elle travaillait sans relâche depuis l'accident de Simon, préparant ce qu'elle appelait l'option nucléaire. Commandant Berger, mon client apporte des preuves documentées de conspiration, escroquerie et tentative d'intimidation de témoins. Les magistrats de la juridiction nationale sont déjà intéressés par les éléments préliminaires qu'on leur a transmis. Berger a ouvert le premier carton et sorti un dossier épais de relevés bancaires. Reprends-moi tout depuis le début. Je me suis penché et j'ai désigné les lignes surlignées. Jordan Lefebvre et Camille ont créé des sociétés écrans pour détourner des fonds de projets d'aménagement public. Regardez ces dépôts, ils correspondent exactement aux dates des délibérations sur les changements de zonage. Bernard Moreau recevait des informations privilégiées sur les parcelles qui allaient prendre de la valeur, puis il les rachetait via ces structures fictives. Le commandant tournait les pages, impressionné par le travail de recoupement. Laura avait remonté les flux financiers à travers des comptes offshore et des coquilles vides avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement était daté, sourcé et vérifié par plusieurs canaux. Cette facture-là, ai-je continué en sortant une autre pièce,
montrent que la société de Moreau a facturé à la métropole des études d'impact environnemental qui n'ont jamais été réalisées. L'argent est allé directement sur le compte de campagne de Jordan et sur le compte personnel de Camille. Ils tiennent ce système depuis au moins 3 ans. Berger a émis un sifflement admiratif. On parle de combien? Estimation basse, 2 700 000 € de marché truqué et de rétrocommission, a répondu Valérie. C'est juste ce qu'on peut prouver. Le total réel est probablement bien plus élevé. J'ai sorti un petit enregistreur de la mallette. Mais les délits financiers ne sont que le début. Écoutez la piste 7. Berger a lancé la lecture et la voix de Jordan a rempli le bureau. C'était un enregistrement que Simon avait réalisé avant son accident, captant une conversation entre Jordan et Bernard Moreau dans le bureau privé de ce dernier. Il faut accélérer sur Walker, disait Jordan. La pression du contrôle ne monte pas assez vite. Camille commence à paniquer pour la garde. La voix rocailleuse de Bernard a répondu « J'ai des relais à la région. On peut faire suspendre sa licence d'exploitation le temps de l'enquête. Présenter ça comme de la fraude fiscale. Et pour les gosses ?» a demandé Jordan. Camille s'en charge. Elle tient sa version sur l'instabilité de Walker. Avec les soucis professionnels, ce sera facile de le faire passer pour un type qui craque. Berger a stoppé l'enregistrement et m'a regardé avec un mélange de compassion et de colère froide. Il prévoyait de te faire tomber pour fraude fiscale? Exactement ce qu'il faisait. Laura a retrouvé les faux qu'il comptait insérer dans mes fichiers. Tout était calculé, couler l'agence, prendre les enfants, et se partager l'argent de l'assurance quand la boîte serait en liquidation. Valérie a ouvert sa propre mallette et sorti un épais acte. Nous avons aussi les résultats ADN prouvant que Théo n'est pas le fils biologique d'Ethan. Camille utilisait cette information pour manipuler la procédure de garde, mais nous avons des enregistrements où elle admet avoir dissimulé volontairement la paternité pour continuer à percevoir une pension. Le commandant a étudié les résultats, puis m'a regardé. Comment tu vis cette partie-là, Walker? J'ai pris une grande inspiration. Les résultats ADN m'avaient fracassé, mais j'avais eu des semaines pour les encaisser. Théo reste mon fils dans tout ce qui compte. Je l'élève depuis 6 ans. Camille s'est servie de ce gamin comme d'une arme, et je ne la laisserai pas le détruire comme elle a essayé de me détruire. Berger a hoché la tête avec respect. Planning pour la transmission aux magistrats instructeurs? Aujourd'hui, a dit Valérie fermement. Réunion dans 2 heures avec la magistrate instructrice Sophie Laurent. Elle est briefée sur les bases et prête à avancer sur des mises en examen. J'ai sorti la dernière pièce, un dossier épais contenant photos, emails et relevés que Simon avait rassemblés avant son accident. Simon a risqué sa vie pour réunir ça. Il savait que son père et Jordan étaient des criminels et il ne pouvait plus vivre avec ce silence. Le soir de son accident, il roulait pour rencontrer un magistrat instructeur. Quelqu'un l'a poussé hors de la route. Tu penses que c'était volontaire? A demandé Berger. Je ne peux pas encore le prouver, mais le timing est plus que suspect. Simon m'avait appelé cet après-midi-là pour me dire qu'il avait de quoi tout faire tomber. 6 heures plus tard il luttait pour sa vie. Berger a refermé les cartons et s'est levé. Walker, je fais ce métier depuis 30 ans. J'ai vu de la corruption à tous les étages, flics qui touchent, juges qui arrangent, élus qui vendent. Mais là c'est autre chose. C'est une entreprise organisée pour ruiner une famille innocente au profit d'intérêts privés. Ces gens vont tomber très lourdement. Le palais de justice était un gros bâtiment en pierre qui m'a donné l'impression d'être minuscule quand on a passé les portiques de sécurité. La magistrate instructrice Sophie Laurent était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 40 ans, regard acéré et manière directe qui me rappelait Valérie. Monsieur Walker, a-t-elle dit en me serrant la main, j'ai lu les éléments préliminaires que votre avocate m'a transmis. C'est exactement le genre de dossier de corruption publique que nous traitons en priorité. Reprenez-moi le déroulé chronologique. Pendant les 3 heures suivantes, on a exposé toute la machination. Laurent posait des questions précises sur chaque pièce, chaque enregistrement, chaque flux financier. Ces enquêteurs prenaient des notes et faisaient des copies de tout ce qu'on avait apporté. Le dossier est très consistant, a-t-elle conclu. Nous aurons besoin de votre témoignage devant la chambre d'instruction, probablement dans les 2 prochaines semaines. Vous êtes prêts? J'ai regardé Valérie, puis Laurent. Madame la juge, ces gens ont essayé de voler mes enfants et de détruire tout ce que j'ai construit. Ils ont corrompu des institutions publiques et détourné de l'argent des contribuables.
Si témoigner est d'aller mettre hors d'état de nuire, je suis prêt. Laurent a souri pour la première fois. Monsieur Walker, ce sont des affaires comme celle-ci qui m'ont poussé à devenir magistrate. Nous aurons des mandats d'amener dès demain matin. En sortant du palais, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué depuis des mois, de l'espoir. Le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres sur les marches du tribunal. Valérie m'a serré l'épaule. Ethan, tu l'as fait. Camille et Jordan ne pourront plus manipuler le système. L'empire de Bernard Moreau est en train de s'effondrer. J'ai pensé à Léa et Théo, probablement en train de faire leur devoir chez Marc pendant que je menais ce combat. Ils méritaient un père qui tenait tête aux voyous et se battait pour ce qui était juste. Demain, la presse annoncerait les mises en examen. Camille tenterait sans doute une dernière manœuvre désespérée pour se sauver, mais les preuves étaient écrasantes. Valérie, ai-je dit, allons chercher mes enfants. Il est temps de reconstruire. Le réseau était mis à nu. La justice avançait. Et pour la première fois depuis des mois, je croyais vraiment que tout allait finir par s'arranger. 6 mois après ma sortie du palais de justice, je me tenais sous le soleil du matin rue principale à Gérardmer, en train de regarder Léa et Théo m'aider à accrocher l'enseigne de notre nouvelle agence. Communication famille Walker, en lettres noires simples sur fond blanc, rien de clinquant, rien qui cherchait à impressionner. Juste du travail honnête dans une ville où les gens se connaissent encore par leur prénom. Jordan Lefebvre avait démissionné du conseil municipal 3 jours après les mises en examen nationales. Le journal local avait publié sa photo d'identité judiciaire en une avec le titre « L'élu déchu face à de lourdes accusations pénales ». Voir cette photo m'a procuré plus de satisfaction que je ne l'aurais cru. L'homme qui avait voulu détruire ma famille risquait maintenant 20 ans de prison pour association de malfaiteurs, escroquerie et trafic d'influence. L'arrestation de Bernard Moreau avait été encore plus spectaculaire. Des perquisitions du SRPJ à 6 heures du matin dans son immeuble de bureau au centre-ville, des agents sortant des cartons sous les caméras des infos régionales. Son empire immobilier s'effritait, saisie d'actifs, gel de comptes. L'homme qui se croyait intouchable découvrait que personne n'était au-dessus des lois. Mais la chute de Camille avait été la plus dure à regarder, non par pitié, mais à cause de ce que cela signifiait pour les enfants. La juge aux affaires familiales avait retiré ses droits parentaux après avoir examiné les preuves de fraude, de conspiration et de mise en danger. Camille avait pleuré dans la salle en disant qu'elle avait été manipulée par Jordan et son père, mais les enregistrements racontaient une autre histoire. Elle avait été actrice consentante à chaque étape. « Papa, c'est droit » a crié Léa en tenant un bout de l'enseigne pendant que Théo maintenait l'escabeau. À 8 ans elle avait mûri trop vite, mais son sourire revenait de plus en plus souvent. « Parfait, ma puce » ai-je répondu en serrant le dernier boulon. L'enseigne était modeste mais solide, comme la nouvelle vie qu'on construisait ici à Gérardmer. Déménager dans une petite ville de montagne avait été une idée de Léa. Après la fin des procédures, elle m'avait regardé avec ses yeux trop sérieux et avait dit « Papa, je veux aller dans un endroit où personne ne connaît toute l'histoire moche. » Théo avait approuvé d'un signe de tête, digérant encore ce qu'il avait appris sur son père biologique et le réseau de mensonges dans lequel il avait grandi. Gérardmer était exactement ce qu'il nous fallait, 8000 habitants, entourés de forêts et de lacs, où la grande nouvelle était généralement la victoire de l'équipe de hockey locale. J'avais trouvé un petit local au-dessus de la quincaillerie Lambert, et en 2 mois j'avais décroché 3 clients locaux qui avaient besoin d'aide pour leur communication. Dans une petite ville, le bouche à oreille fonctionne vite, et les gens apprécient le travail sérieux. « Monsieur Walker ?» Une voix m'a fait me retourner. C'était Philippe Lambert, le quincailler du rez-de-chaussée. Il tenait une enveloppe Kraft et arborait une expression sérieuse qui m'a serré l'estomac. « Bonjour Philippe. Qu'est-ce qui vous amène ?» Il m'a tendu l'enveloppe. « Ça est arrivé pour vous hier. Ça a l'air officiel. J'ai pensé que vous voudriez le voir tout de suite. » L'expéditeur était la Fondation communautaire des Hautes-Vosges. J'ai ouvert avec précaution, me demandant quel nouveau papier administratif j'allais devoir gérer. À l'intérieur, une lettre qui m'a fait trembler les mains. « Cher Monsieur Walker », ai-je lu à voix haute, la Fondation a reçu un don important provenant de la succession de Simon Moreau, expressément affecté à la création d'un espace créatif communal. Les dernières volontés de Monsieur Moreau précisent que vous devez superviser ce projet et que l'espace portera le nom de Refuge Simon. Léa a levé la tête de la pile de cartes de visite qu'elle rangeait. C'était qui Simon, papa? Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. Simon était un homme très courageux qui nous a aidés quand tout allait très mal.
Il s'est fait très mal en essayant de faire ce qui était juste, et il n'a pas survécu. Comme un héros? A demandé Théo en descendant de l'escabeau. Oui, mon grand. Exactement comme un héros. La lettre continuait avec des détails qui montraient l'ampleur du dernier cadeau de Simon. Il avait prévu un local de 450 mètres carrés avec atelier d'art plastique, une petite salle de spectacle et des espaces de création pour les enfants et les familles du coin. Le legs couvrait la construction, le matériel et 5 ans de fonctionnement. Mais le plus bouleversant était la note personnelle de Simon, écrite à l'hôpital avant sa mort. « Ethan, tu m'as montré que faire ce qui est juste vaut n'importe quel prix. Sers-toi de ça pour aider d'autres familles à rester unies et à trouver leur créativité. Veille à ce que les enfants de Gérardmer aient un endroit sûr pour rêver. » Cet après-midi-là, j'ai convoqué une réunion avec le conseil municipal. Gérardmer manquait cruellement d'équipements culturels et les élus étaient enthousiastes à l'idée d'un espace créatif. La maire, Martine Dubois, ancienne institutrice d'une 60aine d'années, s'est presque levée de sa chaise quand je lui ai expliqué la vision de Simon. « Monsieur Walker, c'est exactement ce dont nos jeunes familles ont besoin, a-t-elle dit. On a tellement d'enfants talentueux ici, mais ils doivent faire 30 km pour trouver des cours d'art ou de musique. Le projet est devenu l'événement le plus excitant de la ville depuis l'installation du nouveau feu tricolore 2 ans plus tôt. Des artisans locaux ont donné de leur temps, la section techno du collège a fabriqué des rangements sur mesure, les familles ont donné du matériel. Léa a décidé qu'elle voulait s'occuper de la décoration intérieure et a dessiné des plans et des palettes de couleurs avec un sens artistique étonnant pour une enfant de 8 ans. Théo m'a surpris encore plus. Malgré tout ce qu'il avait appris sur son père biologique et les circonstances de sa naissance, il s'est investi à fond dans le projet du refuge. Il passait des heures à trier les fournitures d'art et à apprendre aux plus petits à utiliser les tours de poterie qui venaient de la collection personnelle de Simon. « Papa, m'a-t-il dit un soir pendant qu'on peignait la grande salle d'atelier, je suis content que tu sois mon vrai papa, même si on n'a pas le même sang. » Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle victoire judiciaire ou mise en examen. Théo avait choisi de rester avec moi, pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il le voulait. Ça valait plus que tout l'argent que Moreau avait essayé de me voler. L'inauguration du refuge Simon a eu lieu un magnifique samedi d'octobre. La moitié de la ville s'était déplacée, avec quelques curieux venus de la sous-préfecture qui avaient entendu parler du projet. Le commandant Berger est descendu de Strasbourg avec sa femme et ses enfants, et même Valérie Klein a fait le trajet avec ses 2 filles. « T'as bien bossé, Walker », m'a dit Berger en regardant les enfants envahir les ateliers. Simon serait fier. Léa avait tenu à faire le discours d'inauguration. Elle s'est tenue sur une petite estrade dans la salle principale, vêtue de sa plus belle robe, tenant un micro trop grand pour ses mains. « Cet endroit est pour tous ceux qui veulent créer quelque chose de beau », a-t-elle annoncé à la foule. Le refuge Simon, c'est l'endroit où les familles peuvent être ensemble et fabriquer des choses qui comptent. Mon papa dit que la meilleure façon de réparer quelque chose de cassé, c'est de construire quelque chose de nouveau et de mieux. En regardant les familles découvrir les ateliers, j'ai compris que Léa avait raison. On n'avait pas seulement survécu à la machination qui avait voulu nous détruire, on avait construit quelque chose de porteur de sens à partir des ruines. Jordan attendait son procès, Moreau faisait face à la ruine financière, et Camille se débattait dans ses propres procédures. Mais nous étions là, tous les trois, en train de créer quelque chose qui aiderait d'autres familles pendant des années. Ce soir-là, après le départ des derniers visiteurs, je me suis assis dans la grande salle du refuge avec Léa et Théo. Le soleil de fin d'après-midi entrait par les grandes fenêtres, baignant les tables et les chevalets d'une lumière chaude. « Papa, » a dit Léa, « je crois qu'on va bien maintenant. » Elle avait raison. On allait même beaucoup mieux que bien. On était chez nous. Partagez votre avis dans les commentaires, quelle partie du complot vous a le plus choqué? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.